Alors, la culpabilité, on va peut-être vous expliquer un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, puisqu'on a dû faire des choix. On s'est dit qu'on allait voir d'abord un peu une notion théorique, une définition juridique. On va voir la différence entre culpabilité et responsabilité. On va voir un peu des définitions différentes de culpabilité. On va voir la distinction entre une faute et une erreur. On va aller voir au niveau psychologique, hein, ce qu'on en dit par exemple au niveau des neurosciences. On va aller voir la distinction entre le sentiment et la croyance, hein, autour de la culpabilité. On va parler aussi du deuil et de la culpabilité qui peut arriver dans les phases de deuil. On va parler de la rationnelle, l'irrationnel, slash même de l'émotionnel. Et on aura aussi une petite information de Kitty Pike qui peut nous éclairer sur certaines choses au niveau du cerveau. On va passer dans une deuxième phase, c'est comment en tant que coach on fait une analyse, comment est-ce qu'on identifie quel type de culpabilité il y a pour pouvoir l'accompagner de la bonne manière. On va voir les provenances et on va se baser sur une partie d'un outil que beaucoup d'entre vous, vous connaîtrez probablement, le Katie Byron. Donc, utiliser quelques questions du Katie Byron pour pouvoir distinguer le type de culpabilité. Ensuite, en fonction du type de culpabilité, ben, on vous expliquera les différents traitements possibles et dans les outils, tiens, si la personne est coupable ou responsable, comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Et si c'est une croyance, comment continuer à l'accompagner? Puis on passera à une phase de questions-réponses. Tout à fait. Alors, tac. Bien, donc commençons par une définition de la culpabilité. Il faut vraiment se rendre compte que la culpabilité est une notion qui est aussi bien juridique que psychologique et que c'est très important de tenir compte du côté juridique des choses parce que c'est cela qui va pouvoir permettre de savoir si euh, il y a vraiment raison d'avoir une culpabilité ou pas. Donc, au point de vue juridique, la culpabilité, c'est le sentiment, ou en tout cas l'état d'esprit qu'on a lorsqu'on a l'impression d'avoir fait une faute. Donc, culpa en latin, ça veut dire la faute. Donc, la culpabilité, c'est la conscience ou la croyance d'avoir fait une faute. Et en droit, la Belgique, comme la France, puisqu'il y a des Français ici, sont régis par le code napoléonien. Et la notion de culpabilité implique vraiment qu'il y ait une infraction. Et donc, ça veut dire que on fait une faute par rapport à une loi ou par rapport à un règlement ou par une norme ou une valeur du système dans lequel on est. Il y a vraiment cette notion de faute. Alors, qu'est-ce que c'est que la faute par rapport à l'erreur? La faute, c'est la transgression de ce qu'il faut ou ne pas faire. Donc, quand je parle du contenu d'un coaching à une autre personne, je fais une faute éthique parce que le code éthique d'ICF prévoit que que ça ne peut pas être fait. Même si la loi belge ne punit pas ça parce que le coaching n'est pas reconnu, notre instance professionnelle a des règles comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, des architectes, etc. Ou comme dans une entreprise, il y a des lois, il y a des règles, il y a des règlements de travail. Quand on transgresse une règle, on fait une faute. Tandis que quand on fait une erreur, c'est on ne fait peut-être pas ce qu'on a fait, on aurait pu faire de meilleur, mais il n'y a pas de transgression de règles. Hein, donc, je fais dans la vie, comme vous, des erreurs tous les jours. On se trompe, on aurait pu faire mieux, c'était pas parfait, c'était pas impeccable, mais il n'y a pas de transgression de règles, il n'y a pas de transgression d'une norme, il n'y a pas eu d'infraction. Et donc, comment est-ce qu'on peut savoir si on est vraiment coupable ou non? Eh bien, en tout cas, en matière de droit, on dit tout dépend de la preuve. Et il y a plusieurs articles de la loi qui gèrent, mais qu'est-ce qui peut prouver qu'il y a faute ou non? Et donc, il faut vraiment qu'il y ait des preuves.
Et c'est d'ailleurs, Katie Byron a bien compris ça, parce que du côté psychologique, on verra qu'elle analyse ça aussi. Mais donc, y a-t-il des preuves que je suis coupable? Est-ce que moi j'ai des preuves? Est-ce que d'autres ont des preuves? Et si on veut me culpabiliser, quelles preuves ont-ils des fautes que j'ai faites? Et moi, quelles preuves ai-je que je ne l'ai pas fait? Donc, c'est souvent ça en matière de tribunal. Et il faut savoir qu'en Belgique et en France, nous sommes présumés innocents en matière juridique, sauf en matière fiscale. Donc, en matière fiscale, nous sommes présumés coupables. Et c'est à nous à prouver au tribunal que nous n'avons pas fait de faute. Mais dans toutes les autres matières, nous sommes présumés innocents. Et c'est donc à celui qui nous attaque de prouver et d'avoir les preuves irréfutables. Parce que, on dit bien irréfutable, parce que dans le doute, eh bien, le bénéfice va toujours à la défense. Ça, c'est en matière juridique. Et en matière juridique également, on fait la différence entre y a-t-il eu intention de faire une faute ou non. Donc, la personne sera probablement punie plus sévèrement si la faute était consciente et volontaire que si elle était inconsciente ou qu'elle était involontaire, parce que nous faisons parfois ce qu'on appelle des fautes parce qu'on ne le sait pas. Je ne connais pas une règle, je la transgresse, mais je la transgresse parce que je ne la connaissais pas. Et donc, moi, j'ai eu un exemple comme ça quand j'étais assez jeune, j'avais 18 ans, mes parents avaient un appartement à la mer, il y avait une... Comment? C'est un micro qui n'est pas activé, je regarderai. Il y avait une rue à sens unique et quelqu'un sort de cette rue à sens unique et m'emboutit. Et moi, je dis, ah ben, c'est pas un problème, la rue est à sens unique, il est en tort, je suis dans mon droit. Sauf que je ne savais pas que même si quelqu'un sort d'une rue à sens unique et qu'il vient de droite, je dois céder la priorité de droite. Donc, je ne connaissais pas la règle. J'étais étudiant en droit à l'époque, mais je ne connaissais pas cette règle. Donc, au tribunal, nous avons eu tort partagé. Lui, parce qu'il sortait d'un sens interdit, moi, parce que je n'ai pas cédé la priorité de droite. Donc, nous faisons parfois des fautes inconscientes. C'est important à savoir parce que souvent, nous avons l'impression que ben non, je n'ai pas fait de faute. Ben, c'est pas sûr. Mais que j'ai fait une faute, il faut qu'on me le prouve. Donc, ça, c'est la notion de responsabilité et de culpabilité. Je vais passer au suivant. Intention. Et je le dis. Ah oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais les slides ne défilent pas. Je ne sais pas si c'est normal. Alors pour le moment, c'est une slide fixe. Elles vont continuer à défiler. Après, là, on se Ah, basait. excusez-moi. Merci Pas de beaucoup. problème. On était toujours sur ce slide-ci. Magnifique. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de questions, soit de gens qui lèvent la main, soit en dessous de la discussion. On répondra à tout par la suite. Mais si jamais, par contre, vous avez des interrogations comme celle-ci, n'hésitez pas, parce que là, on change de slide. Normalement, ça devrait changer pour tout le monde. Alors, Non, ça n'a pas changé. donc normalement, maintenant, vous avez du point de vue juridique, avec l'utilité de la culpabilité par en dessous, On l'inconvénient de est la toujours culpabilité, sur la slide 1 depuis le départ, en fait. toujours sur la slide 1 depuis le départ. Oui. ça ne change pas. Eh bien, ça, c'est un peu cata, effectivement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Parce que pourtant, je vous partage mon écran. Et donc, normalement, vous devriez voir ce que je vois. Alors, je vais arrêter le partage et je vais recommencer le partage. OK? On va voir. Donc, merci à l'heure de votre intervention parce qu'effectivement, ça devrait fonctionner. Alors, là, c'est la première. On va retourner du coup. Donc, la deuxième, je vous la montre comme ça, vous la voyez présentée. Est-ce que quand je fais comme ça, là, vous la voyez? Oui. OK. Et je passe à la suivante. Est-ce que Non. vous voyez? Non. Non. OK, ça va être galère, ça. Qu'est-ce qui se passe? Votre partage d'écran, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je n'ai jamais eu ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que vais vous partager la page d'après et toi, tu vas commencer à l'expliquer, Pat, et moi, je vais appeler notre informaticien pour voir s'il peut nous aider par rapport à ça. Ah, j'ai une autre idée, attendez. Je vais essayer
je réarrête le partage d'écran. Je suis navrée pour ça, pourtant on avait fait le test tout à l'heure et ça fonctionnait. Téléchargement, C'est ici. peut-être le nombre de participants. C'est, je pense, limité à Ah, 50. c'est limité à 50 et on a Je 60. pense, hein, mais je peux me Ouais. tromper. Ça peut être ça parce on était censé être 34 personnes tout à l'heure. Alors, je vais essayer une autre chose. On va voir si c'était le programme ou pas. Je vous repartage mon écran et j'ai un Keynote partagé. Est-ce que quand je bouge comme ça, vous voyez les changements? Oui, oui, Oui. oui, Oui. parfait. Parfait. Nickel. Alors, je continue. Si jamais ce n'est pas le cas, vous m'interrompez, hein, vraiment. Ça marche. Ça, c'était donc comme ça, vous la voyez, on voyait culpabilité, responsabilité, juridique, faute, erreur, preuve, responsabilité directe, indirecte et intention. Est-ce que là, ça change aussi pour vous? Magnifique, super. Magnifique, merci beaucoup. OK. Alors, l'utilité de la culpabilité. Pourquoi est-ce qu'on ressent quand même de la culpabilité? Eh bien, il y a une utilité. Elle me donne une information, comme toutes les émotions. Donc, les émotions sont là pour nous donner une information qu'il y a quelque chose qui a changé dans le système par rapport à un état normal. Et donc, si je la traite comme une information, elle peut me permettre de pouvoir éventuellement, si besoin, changer mes comportements pour pouvoir être plus aligné avec mes valeurs ou changer mes comportements pour pouvoir être plus aligné avec la loi. Donc, le but de la culpabilité, c'est nous dire, tiens, pour le moment, tu es en train de transgresser quelque chose qui est soit important pour toi, soit pour les autres, soit pour le monde. Donc, ça nous donne une information pour faire une éventuelle, je dis bien éventuelle parce qu'on verra plus tard, un éventuel changement de comportement. Les inconvénients de la culpabilité, bon, ça a un peu croppé les mots, mais on va faire avec. Mais c'est forcément que le vécu est désagréable. Donc, on ne va pas dire que c'est une émotion négative, c'est un vécu désagréable. Personne n'aime se sentir coupable, hein. Et tant qu'on reste dans la culpabilité sans tenir compte de l'information, eh bien, la situation va rester la même et le sentiment va rester aussi. Donc, le sentiment vient pour nous demander de tenir compte de l'information. Donc, l'inconvénient, c'est le côté désagréable et si je n'en tiens pas compte, ça ne résout rien. Il y a aussi une autre chose qui est intéressante, on va en parler un peu plus tout à l'heure aussi, c'est dire que parfois, le sentiment de culpabilité est inutile car il est injustifié. On n'a parfois pas besoin de ressentir cette culpabilité, c'est nous-mêmes qui faisons un scénario dans notre tête, mais nous ne sommes coupables, ni fautifs, ni responsables de rien dans cette situation. Alors, la culpabilité que nous ressentons, peut-être qu'en effet, elle est en lien avec la réalité ou notre réalité. Mais ce n'est pas sûr, parce que on se rend compte, et c'est ça qui nous a amené à faire ce webinaire, que beaucoup de gens en coaching viennent en se sentant coupables, alors que finalement, ben, il n'y a pas de raison qu'ils se sentent coupables. Et donc, c'est important de savoir que on va pouvoir, par exemple, traiter beaucoup de cas de sentiment de culpabilité par les outils de traitement de la croyance. Je dirais que moi, je crois que c'est plus de la majorité des cas. Plus de la majorité des cas, les gens se croient ou se sentent coupables alors qu'il n'y a pas de raison. Mais il y a aussi une possibilité, il y a une raison, et donc on verra que ça se traite de façon différente. Alors, est-ce que la culpabilité, c'est un sentiment ou c'est une pensée? Pour nous, c'est les deux, hein. Vous connaissez, et on va le revoir, l'indice de computation. C'est clair que mes pensées et mes sentiments s'influencent réciproquement. Et peut-être que certains introvertis vont commencer par une pensée qui va amener à un sentiment, alors que des extravertis vont commencer par un sentiment de malaise, etc. Et en réfléchissant, ils vont dire, ah ben oui, c'est parce que je suis coupable. Donc, c'est important de ne pas vouloir, à notre avis, euh, le classer comme sentiment ou pensée. Pour nous, ça fait partie des deux catégories. Alors, si on décompose la culpabilité, elle peut être faite de plusieurs choses. Nous, on a essayé d'en mettre 4 en avant ici. Il y en a peut-être encore d'autres. Ce n'est pas exclusif.
c'est souvent principalement de la colère tournée vers soi. Je m'en veux de, je suis responsable de, j'aurais dû faire ceci et cela, et donc je me culpabilise, mais avec une énergie de colère. Donc ça, c'est une des premières manières de décortiquer les choses. Et donc, quand vous coachez, vous pouvez aussi décortiquer la culpabilité en disant quelle est la partie que vous ressentez le plus là maintenant, hein, la colère, on va voir la honte, la tristesse, la peur, et aller travailler la partie avec une reconstruction de l'émotion, par exemple, pour ceux qui connaissent cette technique, ou avec d'autres techniques de libération émotionnelle que vous avez appris en coaching. Alors, est-ce que j'arrive à admettre? Non, j'arrive pas à admettre. J'ai plus de souris. Je continue cette slide-là et puis après, je trouve une solution. Honte. Souvent, il y a un sentiment de honte que les gens ressentent. J'ai honte d'être. En général, la honte, c'est sur l'être, c'est pas que sur le faire. Après, il peut y avoir aussi un sentiment de honte d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, mais en général, c'est d'être perçu comme quelqu'un de 3 petits points. Il peut aussi y avoir une tristesse et souvent sous le mot de regret. On peut avoir la perte de la qualité de l'image qu'on a de nous ou de la relation ou une perte tout court, en fait. Ça peut être aussi, tiens, il y a une personne qui est décédée et j'ai le regret de ne pas avoir passé plus de temps avec cette personne avant que cette personne décède. Et puis, il peut y avoir de la peur. Peur qu'on nous reproche des choses, peur des conséquences de l'acte que j'ai fait ou pas fait. Peur de l'image qu'on renvoie. Donc, vous voyez que dans la culpabilité, il y a en plus plein d'autres émotions qui viennent se mettre dedans. Je vais voir si toi, tu peux prendre celle-là. Non. Tu pourras de la suivre. Moi, Deux mots là-dessus pour, pendant que tu... Et donc, en fait, comme vous le savez, tous les êtres humains sont différents et nous vivons tous les choses de façon différente. Donc, une chose importante par rapport à ce webinaire, c'est de se dire, il n'y a pas une façon de traiter cela, ni deux. Il n'y a pas la façon des sentiments et la façon des raisons. Puisque la culpabilité est quelque chose de complexe et qu'elle comprend aussi plusieurs sentiments complexes et que ça peut être la réalité ou pas, comme Anouchka vous le dira tout à l'heure, eh bien, ce qui est vraiment important, c'est de prendre le temps de questionner et de se dire, je travaille avec ce que mon coaché m'apporte comme matériau, et puis peut-être qu'il va commencer avec une émotion ou un sentiment ou une pensée. Quand vous avez résolu ça, c'est pas pour ça que c'est fini. Donc c'est important d'aller creuser et de voir, tiens, n'y a-t-il pas d'autre chose que simplement la première chose dont il a parlé. Vous vous rappelez de la demande cachée, certainement, en coaching. Derrière une demande, il y a d'autres demandes. Et bien derrière une émotion peut se cacher une autre émotion ou une pensée. Donc soyez extrêmement souple. Vous commencez là où est votre coaché. Surtout si vous avez envie de ne pas avoir d'écran blanc, ce n'est pas nécessairement le même ordre de travail que vous auriez si c'était vous-même. Donc n'induisez pas l'ordre, suivez l'ordre qui va être donné par votre coaché. Alors, on va parler de culpabilité rationnelle et de culpabilité irrationnelle, voire émotionnelle. Alors, la culpabilité rationnelle, comme l'a dit papa tout à l'heure, c'est basé sur des actions réelles, en violation avec des normes morales, sociales, légales. Neurocognitivement, au niveau du cerveau, on a observé dans des études où on voyait les images du cerveau et l'activation des zones, que ça impliquait la zone du traitement de la prise de décision morale. Vous allez voir, c'est différent par rapport à la culpabilité irrationnelle. Et comportementalement, ça conduit à des comportements adaptatifs. Donc, j'ai envie après de modifier mon comportement pour ne plus reproduire la même chose. Et par exemple, la réparation des torts. On va en reparler tout à l'heure dans le coaching. Si jamais vous avez un coaché qui est responsable ou coupable, on va parler par exemple pour récupérer sa stabilité intérieure, de chercher une réparation interne et souvent externe.
La culpabilité irrationnelle et émotionnelle, elle se fait sans base réelle. Elle est due à des pensées déformées ou des attentes irréalistes. J'aurais aimé passer tout ce temps avec cette personne avant qu'elle décède, mais en même temps, je travaille, par exemple. Neurocognitivement, ça peut être associé à une hyperactivité au niveau du traitement émotionnel. Donc, d'un côté, vous voyez que c'est la décision morale et de l'autre côté, c'est l'émotionnel qui est activé. Et comportementalement, les gens ont une tendance après à soit éviter ce genre de situation pour ne pas retomber dedans, ruminer, hein, on est tous bons là-dedans, et nos coachés viennent souvent avec des ruminations de culpabilisation irrationnelle. Et ça peut aller jusqu'à des mécanismes d'auto-punition et de privation, de sabotage pour pouvoir en fait faire une sorte de réparation et se dire comme ça au moins je suis sûre que je ne le refais pas. Donc la distinction, vous voyez vraiment qu'il y a des actions réelles, il y a des distorsions cognitives d'un côté, et puis elles partagent des similitudes par contre, c'est que le coaché le vit de la même manière. Donc c'est à nous en tant que coach d'aller faire l'analyse. Celui qui est coupable irrationnellement, émotionnellement, se croit réellement coupable en général. Ou en tout cas, même s'il sait cognitivement qu'il n'est pas coupable, il vit émotionnellement dans son corps, dans ses émotions et dans ses pensées, la culpabilité de la même manière. Donc, c'est à nous de pouvoir faire la distinction en les aidant à analyser ça. Selon l'approche neurocognitive et comportementale, c'est très résumé, mais il y a dans les culpabilités qui ne sont pas réelles, de la culpabilité émotionnelle et de la culpabilité irrationnelle. Alors, la culpabilité émotionnelle, elle fait partie de la phase 3 de l'hyperinvestissement émotionnel. C'est quoi l'hyperinvestissement? C'est quand je mets trop d'attentes, trop d'énergie par rapport à quelque chose. Alors, tant que tout fonctionne, ça va très bien. Mais à un moment où ça ne fonctionne plus, eh bien, on va être complètement dégoûté, déçu et on peut se sentir justement coupable. Et donc, c'est dû à vraiment mettre trop d'énergie dans quelque chose et toutes nos attentes irréalistes par rapport à ça. On s'en veut du coup dans les culpabilités émotionnelles de ne pas avoir agi de la manière idéale. Donc vous allez entendre un coaché qui va dire « Ah, j'ai posé une question bête, j'ai peur qu'on me croie idiote. » Ou bien « J'ai pas fait ceci, donc je me sens coupable parce que tout le monde va penser et je pense que je suis comme cela. » C'est différent que la culpabilité irrationnelle. La culpabilité irrationnelle, on remarque que les gens qui sont en culpabilité irrationnelle, ce qu'ils activent, c'est leur positionnement grégaire. Le positionnement grégaire, l'humain est mis sur une échelle de grégarité. On est des animaux très complexes, mais on reste des animaux au départ. Et donc, dans un troupeau d'animaux, eh bien, il y a toujours des dominants, il y a des neutres, donc on appelle les assertifs, il y a des soumis, et il y a des marginaux et des intégrés. Et c'est ça qui permet à un troupeau de vivre tous ensemble. Eh bien, la culpabilité irrationnelle, c'est souvent des personnes qui sont en soumission, donc en dessous de l'échelle de 0 de l'assertivité. La soumission, c'est pas la soumission comme on peut l'imaginer dans notre tête, c'est vraiment la soumission de « je crois que je suis moins bien que les autres, je crois que je dois servir les autres, j'ai l'impression que je prends toujours trop de place ». C'est ce genre de soumission-là, donc le positionnement grégaire. Ces personnes qui sont là-dedans, mais se sentent coupables de tout et de rien. C'est des gens que qui sont même coupables d'être présents et qui vont venir sonner à votre porte, mais vous ne les dérangez pas, ils vont dire « Je suis désolée, je n'aurais pas dû te déranger ». Ce genre de phrases accumulées, bien sûr, ça peut vous donner une intuition ou des indications, ce n'est pas une intuition du coup, des indications que la personne vit peut-être une culpabilité irrationnelle. Les personnes en culpabilité irrationnelle pourraient vous dire des phrases « Oh, désolé, je vous ai invité pour un barbecue, mais il pleut. » Sauf que les personnes vous ont invité il y a un mois et ils ne savaient pas qu'il allait pleuvoir en plein mois de juin. Ils ne sont pas responsables de la pluie et du beau temps, mais ils se sentent responsables de tout, même de ce qui vous arrive à vous, alors que vous n'étiez pas là. Ça se traite forcément différemment. Alors, la culpabilité émotionnelle, on va plus la traiter justement avec le Katie Byron, comme on va le voir tout à l'heure. Si on parle de culpabilité irrationnelle et de positionnement grégaire, une partie pourrait être utilisée comme ça. Mais si on a des personnes qui sont dans des états de soumission très grands et donc qui sont
plus bas qu'un certain chiffre, eh bien, ce serait intéressant de travailler forcément sur leur confiance en eux, leur estime d'eux, la valorisation. Pour ceux qui connaissent, les exercices de power pose peuvent être très intéressants, les haka aussi. Les power pose, c'est pouvoir se mettre dans une position de puissance et pouvoir s'imprégner de ça pour pouvoir remonter un tout petit peu sa grégarité. Donc ça se travaillera forcément différemment. Si vous détectez ça, travaillez plutôt sur la grégarité finalement que sur la culpabilité. La culpabilité n'est que la partie émergée de l'iceberg et il faudra plutôt travailler sur le positionnement grégaire de la personne. Ah, c'est encore moi. Bon, après, c'est toi. Index de computation. Alors, tu avais déjà fait une petite introduction là-dessus. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cet outil et donc on voulait juste le rappeler dans ce contexte-ci parce qu'on parle du sentiment de culpabilité hein, et donc forcément, il se met dans le ressenti. Le ressenti, c'est le corps, l'émotion. Hein. Donc, c'est autant ce que je ressens au niveau émotionnel que ce que je ressens comme symptômes physiques. Quand vous vous sentez coupable, vous avez des ressentis émotionnels et vous avez des ressentis corporels, physiques. C'est aussi forcément une pensée. En général, c'est une interaction entre ce que j'ai fait, le comportement, un comportement que j'ai fait ou pas fait, et ce que je pense que j'aurais dû faire, et les normes, et les lois, et les interdits, et ce que les autres pensent. Et puis, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, pour la culpabilité, comme pour tout, bien sûr, mais l'idée, c'est de se dire que ça va faire en fait un peu une sorte de... C'est quoi, du flipper? C'est passé dans les flippers que ça fait comme ça, ding, 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 ding. Et donc, que la personne nourrit sa culpabilité en réanalysant son comportement par sa pensée, en allant dans son corps, et puis ça continue comme ça. À toi. Oui. Encore à moi Encore à moi. Bon. Alors, dernier petit point à moi, je pense qu'après c'est à toi. Katie Pike a analysé les vibrations produites par les émotions à l'intérieur de notre corps, de notre cerveau et donc de ce qu'on dégage. Elle l'a surtout utilisé pour pouvoir voir l'impact en hypothérapie, en équi-coaching, pour pouvoir voir l'impact entre le ressenti et ce qu'un humain dégage sur un cheval. On sait que les animaux ont des capacités de perception de notre énergie assez incroyables. Et donc, elle a fait des tableaux d'analyse des vibrations, des ondes vibratoires qu'on envoie quand on est dans un certain état émotionnel. Ce qu'elle dit, c'est que lorsqu'on vit des émotions qui sont en dessous d'une onde vibratoire de 200, on est dans un état de vie restrictif, moins productif. On est en fait dans un état de survie. Heureusement, on ne reste pas tout le temps dans les émotions. Les émotions nous traversent, hein, comme la peur, la tristesse, même la joie nous traverse. Et puis, on revient à un état normal et puis on est retraversé par une émotion. Mais si on reste longtemps dans un état émotionnel en dessous de 200, mais forcément, on est moins productif. Vous avez déjà dû remarquer, quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, quand vous avez peur, vous produisez différemment du travail que quand vous êtes serein ou même en joie par rapport à quelque chose. On dit aussi que le stress produit du cortisol. Et donc, quand on est en dessous de 200, on produit du stress et l'exposition longue au cortisol, ça peut devenir toxique pour le corps. Donc, on produit des toxines qu'on renvoie à notre corps. Alors, on parle bien de longue. On n'est pas là pour vous culpabiliser quand vous vous sentez coupable, d'en plus aller vous intoxiquer. Mais l'idée est de dire il faut assez rapidement tenir compte de l'information pour pouvoir changer les choses, pour que l'information soit pertinente et nous serve à quelque chose et pas pour qu'elle nous intoxique de l'intérieur. Les ondes de la culpabilité sont à 20. On a dit qu'on devait être, si possible, au-dessus de 200 ou à 250 pour un état neutre. En dessous de 200, on est en train d'être moins productif. Pour vous donner une idée, par exemple, dans les émotions qui sont dites désagréables, quand on est en colère, on est encore à 150 d'ondes de vibrations. Quand on est en peur, on est toujours à 100. Quand on est en tristesse, on est toujours à 100. En culpabilité, vous vous rendez compte qu'on chute encore à 20.
Donc, ça veut vraiment dire que notre capacité vibratoire et l'énergie qu'on dégage et les toxines qu'on est en train de produire sont assez énormes. C'est pour ça que c'est autant désagréable, la culpabilité. La honte, je crois qu'elle est encore pire. Je ne la connais pas par cœur, mais je crois que la honte est encore pire que vente. Et donc, elle est encore plus petite. Mais donc, c'est l'idée de se dire que c'est vraiment désagréable. Pour vous donner un exemple, quand on est en joie, on est à des ondes de 540. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire qu'on varie par rapport à ça. Et ça explique notre physiologie si désagréable quand on vit de la culpabilité. Vas-y. Et par rapport à ça, je voudrais vraiment insister parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, je me sens coupable, mais c'est pas très grave, hein, je sais vivre avec ça. Kitty Pike nous prouve que c'est pas vrai. On ne vit pas avec ça, on survit avec ça. Et donc, il est pour moi vraiment tout à fait essentiel quand on est coach et qu'on a quelqu'un qui parle de culpabilité, de l'aider à traiter ça, parce que comme le vient de le montrer Anouchka, quand on est à 20 ou même à 100 ou 150, on est paralysé, et vous le savez, hein, le stress paralyse, le stress paralyse, la peur nous paralyse, nos muscles sont paralysés, nous n'avons plus d'énergie et donc on ne fait rien et donc il n'est pas possible de trouver une solution. Donc c'est vraiment important au niveau de la culpabilité de la traiter, de l'analyser pour que rationnellement on puisse traiter les informations, de voir ce qui se passe et puis soit par le traitement de la pensée, soit de l'émotion, de trouver une solution de changement de comportement. Ah oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que les pages ont été bougées, que je fais tout en un coup, mais tu feras tout après. Alors, la culpabilité, ça peut être aussi une étape du deuil. C'est intéressant aussi de le savoir parce que quand une personne vit une culpabilité due à un deuil, je vous encourage à lui partager la courbe du deuil. Alors, celle-ci, c'est celle d'Elisabeth Kubler-Ross qui avait étudié les différentes étapes par lesquelles passe un patient en fin de vie. Mais on remarque dans le coaching ou dans toutes les analyses psychologiques que les étapes sont très similaires quand on vit un deuil d'une personne, d'une situation, d'une illusion, d'un métier, de relations, d'un appartement, d'une maison. Et donc, il n'est pas étonnant qu'après la phase de déni, de colère et de reproche aux autres, qu'on puisse passer par une phase de culpabilité, en sachant qu'il y en a qui vont directement basculer dans la culpabilité et faire des allers-retours par la suite. Ce n'est pas quelque chose de aussi linéaire que cette courbe l'induit, mais c'est les différentes phases dans lesquelles on peut tomber dans une phase de deuil. Je trouve ça hyper intéressant en coaching quand j'accompagne quelqu'un qui vit un deuil, de lui montrer que sa culpabilité vient du deuil et pas de la réalité. Ça permet de prendre conscience pour les gens qui ne connaissent pas que en fait, c'est une étape souvent nécessaire à un moment donné pour pouvoir se reconstruire, se poser des questions. Est-ce que je suis coupable? Est-ce que j'ai fait des choses pour pouvoir faire la paix avec soi-même et accepter en fait ce deuil? Donc, dans les deuils, il y a rarement de culpabilité des autres personnes. Parfois oui, mais rarement. Donc, c'est intéressant de pouvoir se dire que ça n'est qu'une phase humaine par laquelle presque tous les humains passent lors d'un deuil. Moi, c'est quelque chose que je partage souvent à mes coachés et souvent, ça les rassure. Ils disent, ah, ok, je pensais que j'étais coupable. Ça m'enlève déjà une part de culpabilité de savoir que c'est un processus psychologique, humain, naturel. Ça n'enlève pas tout, mais ça permet de relativiser et de se dire, ok, ça n'est qu'une phase, je vais la traverser. Tu veux rajouter quelque chose? On va y venir plus tard. Ok, à toi. Voilà. Alors, comme on vient de le dire, il est important d'analyser la situation, c'est de se dire, je me sens coupable, je crois que je suis capable. Eh bien, d'où vient cette culpabilité? Donc, la phase d'analyse. Et donc, en fait, point de départ, la culpabilité, ça veut dire qu'il y a une transgression d'interdit. Et donc, en tant que coach, c'est vraiment important de demander au coaché, c'est quoi exactement que tu as fait
et quel est l'interdit et quelle est la source de l'interdit qui a été dit et est-ce que c'est vraiment un interdit en général. Donc, on a quatre grandes sources d'interdit. La loi. Hein, vous ne le savez peut-être pas, mais un article de la loi nous dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis juriste au départ. Hein. J'ai fait des études de droit que j'ai terminées en 1972 et j'ai été vraiment un peu en colère quand j'ai vu cet article nul n'est censé ignorer la loi. Je me dis, mais enfin, c'est fou ça. Je ne connais pas la loi et donc je peux être puni de transgresser la loi alors que je ne la connais pas. Ben oui, c'est comme ça. Alors, je peux croire que c'est juste ou que c'est pas juste. De toute façon, si je transgresse la loi, je suis coupable, que je le sache ou que je ne le sache pas. C'est important à savoir. Et donc, quand quelqu'un vous parle d'une culpabilité, ben, c'est de vérifier est-ce qu'il, quelque part, il a transgressé la loi ou est-ce que quelque part, il a transmis quelque chose qui lui a été transmis par l'éducation. Hein. Vous savez que quelle que soit notre religion, notre race, notre culture, notre milieu social, notre milieu, je dirais, ambiant à tous les niveaux, l'entreprise où j'ai travaillé, l'école où j'ai été, il y a des principes qui nous ont été transmis de façon plus ou moins forte. Et il y a des choses qui ont été dites très clairement. Hein, tu dois faire ceci ou tu ne peux pas faire cela, mais il y a énormément de choses qui ont été induites, hein, et où nous croyons qu'il y a un interdit, parce que c'est comme ça que nous avons interprété des choses. Mais donc, ça peut être le fruit de l'éducation. Ça peut être le fruit de notre culture. Hein, c'est, la culture catholique, la culture juive, la culture bouddhiste n'est pas les mêmes, n'est pas la même. Et dans chaque culture, religieuse ou pas, il y a des principes qu'on ne peut pas transgresser. C'est pour ça que déjà que c'est pas facile de se marier avec quelqu'un, si en plus on a une différence de culture ou de religion, ça complexifie les choses parce que les traditions, ben, nous les vivons parfois un petit peu comme des règles. Hein. Et alors, il y a nos croyances personnelles. Hein. Tout ce que je crois que je dois faire, que j'aurais dû faire, que je ne peux pas faire, etc. Et qu'on ne m'a peut-être jamais dit. Mais moi, je crois que c'était ça. Et je n'ai pas fait ça parce que je crois que papa voulait que je fasse ça. Ou je ne fais pas ça parce que maman aurait été très fâchée si j'avais fait ça. Mais c'est simplement une croyance. Donc, les interdits, ils peuvent venir de l'extérieur ou ils peuvent venir de l'intérieur. C'est nous-mêmes qui pouvons nous donner des interdits. Alors, autour de cette culpabilité, il y a trois choses. Je peux me culpabiliser, je peux me laisser culpabiliser ou je peux culpabiliser les autres. Quand on parle de se laisser culpabiliser, je dis ça parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais il me culpabilise. Ben non. En fait, non. Il n'y a personne qui peut nous culpabiliser. On peut essayer de nous culpabiliser, on peut nous dire que nous sommes coupables, mais moi, je ne suis pas obligé de le prendre. Hein, je me laisse culpabiliser ou non. C'est comme tout dans la vie d'ailleurs. Hein, il y a plein de choses qui disent, regarde ce que tu m'as fait faire. Ben, non, personne ne nous a fait faire. C'est nous qui avons fait, qui avons fait. On a le choix. Et donc j'ai le choix de ne pas me laisser culpabiliser. Et si quelqu'un veut me culpabiliser, ben, je vais utiliser les méthodes dont on parle ici. Je suis coupable de quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la faute? Où est-ce qu'elle a été? Quelle est la preuve? Donc, je peux utiliser tous les mécanismes de traitement des croyances ou des sentiments pour justement ne pas me culpabiliser s'il n'y a pas raison de se faire culpabiliser. Donc, je peux culpabiliser les autres aussi. Ces deux derniers points, se laisser culpabiliser et culpabiliser les autres, on ne va pas en parler plus longtemps ici, mais ce serait évidemment un sujet qu'on peut traiter. On va continuer uniquement sur la partie de se culpabiliser soi-même. Et donc, quand je crois que je suis coupable,
la première chose que mon coach a à faire, c'est mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça s'est passé? Ou est-ce que c'est dans ta tête que tu crois ça? Est-ce que c'est vrai? Quelle preuve as-tu que c'est vrai? Quelle preuve pourrais-tu avoir du contraire, donc que ce n'est pas vrai? Donc c'est vraiment le traitement d'abord de... ben, essaye d'abord un petit peu de savoir si ce que tu dis est vrai ou si c'est, comme disent les Anglais, Américains, a fantasy. Si c'est uniquement ton cerveau qui a créé cette réalité-là, ben, on va traiter ça autrement, évidemment. Et si ce n'est pas vrai, on va le traiter différemment que si c'est vraiment vrai. Donc, si c'est une croyance, on continue avec les outils de croyance. Si c'est une croyance, on va travailler avec soit Katie Byron, soit n'importe quel autre outil que vous avez eu de traitement des croyances. Tu peux vous laisser. Je ne sais pas le laisser, mais je peux te les lire si tu veux les questions, Oui. je les connais. Et donc, qui es-tu avec cette pensée, hein, comme on peut dire, si tu as des preuves que c'est ça, qui es-tu avec cette pensée? Qui serais-tu sans cette pensée? Quelle serait la vie si tu ne croyais pas ça? Et puis, on pratique le retournement de situation. Donc, pour ceux qui n'ont pas été formés chez nous et qui ne connaissent pas l'outil de Work, c'est Byron Katie. Si vous allez sur le site internet, c'est thework.be. Et les questions de Byron Katie sont indiquées. Et je vous invite vraiment à aller voir comment elle travaille en regardant les vidéos. Pour moi, ça a été une de mes maîtres à pas simplement à penser, mais à travailler. Elle a je dirais, une douceur et une fermeté dans son travail qui sont absolument des modèles magnifiques. Mais donc, la croyance, c'est super si... non, pardon. Le traitement des croyances, c'est ça qu'on va faire si on se rend compte que ce n'est pas la réalité et que ce n'est qu'une croyance. Alors, on va voir maintenant la culpabilité est souvent une façon de nous punir. Donc, les masochistes se sentent souvent coupables et ils se punissent. Le vrai défi est d'utiliser la culpabilité comme un signal pour changer nos comportements et pas pour rester dedans. Mais le masochisme est une façon de nous punir nous-mêmes et la culpabilité est une façon dont on se punit. Attends, Ça, c'est moi. mais je n'ai pas parlé de la. Donc, ou bien donc je dois ajouter un truc, c'est ou bien c'est Vas-y, une pensée, ou bien c'est la réalité. On a encore vas-y, parle de ça. Donc, au niveau de la réalité, donc je suis coupable. Par exemple, je me sens coupable parce que j'ai volé. Hein. Et donc, si j'ai vraiment volé, eh bien, évidemment, on ne va pas traiter ça comme une croyance, puisque c'est une réalité. Et donc là, on est peut-être plus proche de la honte. Hein. Est-ce que c'est vraiment de la culpabilité qu'on ressent ou de la honte? Il faut voir. Mais ce qu'il y a à un moment donné, c'est de dire, bon, ben, est-ce que tu acceptes ce que tu as fait comme faute? La première étape sera vraiment à ce moment-là de dire, OK, tu as volé, est-ce que tu acceptes que toi, tu n'es pas un voleur, tu as volé? Dans quelles circonstances est-ce que tu l'as fait? Et le traitement à ce moment-là sera de se pardonner d'avoir volé et de demander pardon à l'autre. Donc, j'ai piqué de l'argent dans le sac d'Anouchka. Eh bien, si j'ai envie de me débarrasser de ma culpabilité, il y a deux choses. Je dois me pardonner d'avoir fait ça, mais je dois lui demander pardon. Et me rendre mes sous. Non, c'est à ce moment-là que tu vas dire, écoute, c'est rien, papa, garde les sous. Mais donc, et en effet, ce que tu dis, c'est très juste. C'est l'étape après, c'est de dire, j'ai demandé pardon et je vérifie s'il y a une réparation. Ça, j'en parle juste après. J'ai vu quelqu'un lever la main. Si c'est pour des questions qui peuvent être répondues à la fin, on sera ravis d'y répondre à la fin. Si par contre c'est urgent pour la présentation, on n'a pas de souci d'y répondre maintenant. Bonjour,
s'il vous plaît, juste, c'est vraiment passionnant. Malheureusement, j'ai pas pu voir dès le début. Je demandais juste si est-ce que c'est possible d'avoir l'enregistrement. Oui, Bien sûr, on envoie le replay par la suite. C'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Oh, merci, C'est c'est gentil. passionnant. Merci. Alors, ici, on a réfléchi à des étapes qui peuvent être faites. Bien sûr, vous pouvez inclure d'autres choses dans les étapes et elles ne sont pas obligatoires d'être suivies dans ce sens-là. C'est nous qui avons trouvé que c'était un sens logique pour pouvoir l'accompagner. Donc, on a essayé de vous créer un petit modèle pour aujourd'hui. L'idée, ce serait la première étape que vous voyez, c'est l'émotion. C'est déterminer l'émotion, le sentiment vécu par le client et aller faire peut-être une libération émotionnelle avec les différentes techniques que vous avez apprises. On n'a pas le temps d'en parler ici, mais nous, au niveau 2, on voit des techniques de libération émotionnelle. Si vous avez été chez nous, vous connaissez la reconstruction de l'émotion, vider le sac jusqu'au bout. Si vous n'étiez pas chez nous, on espère que dans les écoles que vous avez aussi vu d'autres techniques. Mais l'idée, ça va être en tout cas de pouvoir permettre au client de pouvoir déposer son émotion, de pouvoir l'analyser, de voir les messages qu'il y a derrière, les valeurs, les besoins qui sont touchés et comment est-ce qu'on va en tenir compte et puis aller pouvoir faire une décharge émotionnelle. Nous, c'est ce qu'on appelle poser le sac à dos. C'est comme si vous aviez un sac à dos de 20 kilos et au moins pouvoir le déposer puis aller voir ce qu'il y a dedans. Ce serait le but de cette première étape. Donc, aller déterminer l'émotion de la culpabilité, la laisser s'exprimer, verbaliser en séance, que ce soit par des positions perceptuelles, si vous connaissez ça, ou par d'autres techniques de libération, de l'écriture, ou simplement de la parole, hein. Ensuite, on va vous proposer, quand la personne a pu déposer une partie, de pouvoir partir dans cette identification que mon papa vient d'expliquer avec la méthode de Ketig-Beiron, hein. Et donc, les premières étapes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu peux me donner des preuves de ta culpabilité ou des preuves du contraire? Comme on a dit, si c'est une croyance, on s'arrête là, dans cet outil-ci, et on continue le traitement des croyances. Sinon, on continue, hein, on continue. Et ce sera intéressant de pouvoir distinguer responsabilité ou culpabilité. Vous avez entendu au tout début de la présentation, pour ceux qui étaient là, sinon vous pourrez le entendre après, la distinction entre être responsable de quelque chose et d'être coupable de quelque chose. Je sais que tu as un chouette exemple pour la responsabilité, par exemple, en équipe. oui. Donc, si je suis, par exemple, directeur d'une entreprise, si quelqu'un a fait une faute dans mon département, je ne suis pas coupable. C'est lui qui est coupable. Mais par contre, comme je suis le patron de l'entreprise, je suis responsable. Donc, vis-à-vis de clients extérieurs ou vis-à-vis de l'autorité, etc., la personne qui doit répondre eh bien, c'est le patron. Et donc, il est vraiment important de voir je suis responsable ou je suis coupable, ou les deux. Parfois, je suis irresponsable et culpable. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est important, c'est qu'au niveau de la culpabilité et de la responsabilité, en matière juridique, jamais quelqu'un qui est irresponsable, que ce soit cérébralement ou psychologiquement, ne sera condamné. Il va être traité autrement et il sera considéré comme irresponsable. Et donc, un irresponsable ne peut pas être coupable selon la loi, évidemment. Mais donc, je peux parfois être irresponsable, je peux être responsable, je peux être coupable ou je ne peux pas l'être, et tout est possible, mais c'est important de faire la distinction entre les deux. Donc, quand votre client est là, l'important, ça va être de pouvoir dire, est-ce que tu es vraiment coupable? Est-ce que, comme on a dit, est-ce que tu as fait une faute? Est-ce que tu as transgressé une loi, un interdit? Poser des questions sur toute la théorie qu'on a vue au départ pour pouvoir faire la distinction entre les deux. C'est déjà différent d'être responsable que d'être coupable, hein. Et puis après, il peut aussi y avoir cette culpabilité émotionnelle ou irrationnelle, comme on a vu, mais donc ça n'est plus de la culpabilité, hein. C'est ma distorsion de mon cerveau qui fait ça. Et donc, dans ces cas-là, on rebascule dans la croyance, forcément. L'étape d'après, c'est s'il y a responsabilité ou culpabilité, parce que parfois, vous allez avoir un coaché qui va venir pour ça. On pourrait avoir un coaché qui va venir et qui a pris la conduite, qui a pris sa voiture en ayant trop bu, et donc qui est coupable d'un accident et qui, après, a des remords, de la culpabilité, des regrets. Et donc, on pourrait, dans ce genre de cas-là, avoir à accompagner une réelle culpabilité, ou on pourrait avoir des gens qui viennent pour une réelle responsabilité.
L'idée, ça va être de pouvoir dire, vu que la culpabilité est une émotion qui est là pour délivrer un message, c'est quel est le message qu'elle vient me donner? Apprendre de ses erreurs, voir qu'est-ce qu'on a transgressé comme norme, comme valeur, comme loi, pour pouvoir dire, c'est fini, j'ai plus envie de me comporter comme ça, et modifier mes comportements. Comment transformer ça en apprentissage? C'est d'ailleurs ce qu'on aimerait que les systèmes judiciaires fassent plus, hein, parce que le système, pour le moment, punitif des prisons, on se rend bien compte que ça ne marche pas complètement. Alors, c'est vrai qu'il y a des punitions, mais il y a moins cet apprentissage et cette réparation et ce pardon comme on fait ben, ici en coaching. L'étape d'après, ce serait d'aller chercher une réparation. Alors, ce n'est pas toujours obligatoire, mais en tout cas, quand il y a culpabilité, c'est intéressant de pouvoir proposer une réparation. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, disons que vous avez coaché une personne justement qui avait fait cet accident de voiture, mais peut-être qu'après, cette personne va développer un fonds et récolter de l'argent pour des victimes des accidents de la route avec influence sous alcool. Ça, c'est une manière de pouvoir travailler sur sa culpabilité et de faire en fait de cet événement qui était un événement clairement agréable probablement pour personne dans le système et d'en faire finalement quelque chose de positif pour le futur, pour les prochains. Et ça aide très fort les personnes coupables de savoir qu'elles vont pouvoir contribuer à un monde meilleur et que leur faute aura servi à quelque chose. Ouais. Je vais donner un exemple par rapport à ça. Il n'y a pas très très longtemps, j'ai quelqu'un qui, entre autres, il avait plusieurs objectifs de coaching, mais un de ses objectifs, c'était de traiter de la culpabilité qu'il a eue par rapport au rapport avec sa mère et surtout le fait qu'il ne s'est pas du tout occupé de sa mère dans les derniers mois de sa vie et que quand sa mère est décédée, il s'est senti terriblement coupable. On a travaillé là-dessus et quand on a parlé de réparation, il dit, mais il n'y a pas de réparation possible. Maman est partie, je ne me suis pas occupé d'elle et moi, ça me reste et ça me charge. Et donc, comme vous le savez, moi, mon hobby, c'est de jouer au piano et que ce que je préfère faire, c'est de l'improvisation, mais je fais la même chose en coaching et je suis très créatif. Et donc, je lui ai dit, et si il y avait quand même une réparation, pas pour ta mère, puisqu'elle n'est plus là, mais pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais faire qui réparerait ça? Et après quelques minutes de réflexion, il a dit, ben, je pourrais aller dans un home et m'occuper d'une petite vieille jusqu'à son décès et l'accompagner, essayer de trouver quelqu'un qui n'a pas de personne qui la suive. Il l'a fait et il a dit, c'est extraordinaire comme ça m'a libéré. Donc, c'est vraiment de trouver la réparation, non seulement peut-être pour l'autre, si l'autre est toujours vivant, mais si l'autre est parti, etc. Mais comment est-ce que je peux trouver une autre façon de me réparer, moi, par rapport à ce que j'ai fait ou pas fait? Puis la dernière étape que nous, on voit en tout cas, c'est le pardon. C'est se pardonner à soi. Je me pardonne d'avoir agi, d'avoir pensé, je me pardonne d'avoir fait, de ne pas avoir fait. Et éventuellement, en fonction, je demande pardon à la personne, à la famille, à l'entreprise, peu importe, pour pouvoir boucler la boucle. Et ça, forcément, mais on sait que vous pouvez avoir aussi plein de moyens créatifs en coaching pour pouvoir travailler sur ce pardon, que ce soit avec des outils d'art coaching, que ce soit avec des mantras, que ce soit avec une vraie intégration de qu'est-ce que j'ai besoin de pardonner pour pouvoir en fait terminer cette cette boucle et sortir de la culpabilité. Et quand on parlait du processus de deuil tout à l'heure, dans le dessin qu'il y avait, ce n'était pas indiqué, mais il y a le pardon. Et je pense personnellement que tant qu'on n'a pas pardonné à l'autre ou qu'on ne sait pas pardonner, le deuil n'est pas tout à fait fait. Donc le pardon est pour moi un élément absolument essentiel et certainement si après on a envie de créer un nouvel attachement, moi j'ai pardonné à mon ex-épouse ce qui s'est passé pour pouvoir vraiment m'attacher à quelqu'un d'autre. Tant que je garde de la rancœur contre mon ex-femme, je ne vais pas vraiment pouvoir tout à fait m'attacher à quelqu'un d'autre. Donc c'est important de pouvoir pardonner et j'espère qu'elle m'a pardonné à moi tout ce que je lui ai fait.
est-ce que tu as encore quelque chose à dire? On arrive à la dernière slide. Alors, une slide une situation, une citation, on va y arriver, qu'on aimait bien, c'est se libérer de la culpabilité, c'est accorder le pardon à soi-même et aux autres, et choisir de ne pas laisser le poids du passé entraver notre avenir. Alors, je vais essayer d'arrêter le partage. Ça marche, magnifique. Et on va vous reprendre. En tout cas, on vous remercie déjà pour votre attention.